prie d'excuser ce quart d'heure plus que lyonnais. Nous sortons de réunion de délibération, puisqu'aujourd'hui se sont tenus des soutenances, et je reconnais quelques étudiants que je félicite. Des diplômes dont l'année vient de s'achever, et aujourd'hui nous vous accueillons pour ce que nous avons l'habitude d'intituler la conférence inaugurale. Donc nous accueillons un grand témoin, qui est ici Stéphane Bonvalet. Vous connaissez son cursus, il vous le dira par lui-même. Il n'est pas utile pour moi de vous présenter Stéphane Bonvalet, il va le faire. Il n'est pas utile de vous dire qu'il est handicapé, ça se voit. Et il n'est pas utile de dire que nous allons parler d'éthique, puisque vous êtes venus ici pour ça. Donc l'introduction est faite. À partir de maintenant, je voudrais juste vous présenter l'espace éthique, parce que c'est dans un contexte très particulier que nous vous accueillons dans une faculté de médecine, d'une part, et à la jonction de la fin d'une année universitaire et du début de la suivante, parce que dès demain matin, nous engageons de nouveaux travaux avec une nouvelle promo pour débuter l'année universitaire. Je précise d'ailleurs, Virginie, c'est demain matin, 8h30. Salle. Normalement, vous avez reçu l'information. Juste ceci, parce que c'est important de refixer un cadre. D'abord, les espaces éthiques ont été créés par le législateur. Dans le cadre des lois de bioéthique en 2004, le législateur s'est dit qu'il n'était pas facile de recueillir comme ça, au moment de la révision d'une loi, toute l'information nécessaire pour, le cas échéant, la faire évoluer. Et donc il a voulu qu'il y ait un maillage du territoire et que certaines personnes puissent collecter, produire de la réflexion, comme je vais vous le montrer. Alors, ici c'est le texte de loi, exactement l'article du texte de loi qui porte création de ces espaces éthiques. Et pour aller un peu plus vite, j'ai extrait les mots-clés qui vous disent création d'espaces de réflexion éthique au niveau régional ou interrégional en lien avec les CHU, et ce qui est le plus important, ce sont les 5 missions des espaces éthiques, d'abord de la formation, et j'ai parlé tout à l'heure du diplôme interuniversitaire, c'est vraiment dans ce cadre-là, de la documentation, nous avons contractualisé avec les universités et le centre de documentation des Hospices civils de Lyon, des rencontres ou échanges interdisciplinaires, c'est ce que nous nous efforçons de faire pour produire de la réflexion. La création d'un observatoire des pratiques au regard de l'éthique, ça nous ne savons pas encore bien faire, vos avis nous intéresseraient beaucoup. Et puis l'organisation de débats publics, et c'est notamment ce à quoi vous venez participer ce soir. Mais nous avions, dès la création en 2009, organisé sur l'interrégion Rhône-Alpes-Auvergne, c'est-à-dire entre Grenoble, Lyon, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand, les états généraux de la bioéthique dans le cadre des révisions des lois de bioéthique. Donc, le secrétariat général des états généraux de la bioéthique nous avait chargé d'organiser pour eux tous les débats dans l'interrégion, et ce fut d'ailleurs très fructueux. Les actes sont disponibles sur le site de l'espace éthique. Alors, en un contexte régional, nous avons 3 CHU, c'est une force. Et en même temps, il faut apprendre à travailler ensemble. Donc il faut faire en sorte que ce ne soit jamais une faiblesse. Vous savez, il y a des situations où 1 plus 1 égale 3, on s'en réjouit. Il y a d'autres situations où 1 plus 1 égale moins 1. Et là, on essaye de l'éviter, en tout cas, quand on ne peut pas l'éviter, on le déplore. C'est important parce que notre région est une grande région. Vous savez, c'est 10% de la population française. C'est la 2e région de France. C'est la 2e ville de France si on parle de Lyon, donc on est bien ancré dans le territoire national. On a ici un contexte national qui est une loi, un contexte local qui est des comités existants dans chacun des hôpitaux. Alors, les CHU pour commencer, mais depuis 2004, nous avons des centres hospitaliers généraux, régionaux, locaux qui ont à leur tour maintenant des comités d'éthique, et nous nous en réjouissons. Et ce qui nous restait à faire, c'était réunir tout ce qui était départ de façon à ce que les travaux des uns puissent favoriser le travail des autres. Alors juste pour vous montrer qui y contribue, à peu près tout le monde, en tout cas tous ceux qui veulent y travailler, les établissements de santé, les universités, les ordres professionnels, les associations d'usagers, les représentants des religions, puisque ça a été calqué sur la composition du comité national d'éthique. Donc
nous sommes d'une certaine façon, à l'échelle de la région, un petit comité national d'éthique. Nous émettons des avis et surtout, nous produisons de la réflexion. Et pour ce faire, nous intervenons chez les étudiants en médecine, nous avons mis en place un diplôme interuniversitaire, nous intervenons dans les organismes de santé, instituts de formation de soins infirmiers, les écoles de sages-femmes, les écoles de cadre. Bref, partout nous sommes sollicités, il n'est pas question de s'imposer. Et chaque fois qu'une structure a besoin d'un correspondant, elle sait maintenant où le trouver, missionné par nous, que ce soit en formation initiale ou formation continue. Des débats publics, alors au-delà des états généraux de la bioéthique, nous tournons entre Lyon, Grenoble et Saint-Étienne une grande réunion nationale, ce qu'on appelle les automnales. Et l'année dernière, c'était à Grenoble, vous voyez, sur l'homme amélioré. Il y a 2 ans, Saint-Étienne, éthique et vulnérabilité. Il y a 3 ans, sur le greffe et don d'organes à Lyon. Donc, comme nous sommes 3 CHU pour le moment, nous revenons à Lyon cette année. Vous avez peut-être reçu une invitation pour 21 et 22 novembre. Le 21 novembre, c'est début de vie, et 22 novembre, fin de vie. Donc, nous l'avons intitulé l'éthique aux extrêmes de la vie, et ce sera à Lyon. Il y a des documentations, des actes de colloques, des publications, vous trouverez tout ça sur le site. Nous travaillons, je vous donne juste une liste parce que vous trouverez tout ça sur une liste, dans différents domaines, vous voyez, les directives anticipées en situation de fin de vie, les questions de neuroéthique, c'est lorsqu'on perd cette capacité de discernement ou même de consentement, ne serait-ce qu'un programme thérapeutique, des questions d'anonymat de don, la prise en charge de la douleur qui pose des questions éthiques, je ne rentre pas dans le détail, les questions d'éthique interculturelle passionnantes. Nous n'avons pas tous la même vision du monde et pourtant nous sommes dans les mêmes hôpitaux avec des patients étrangers, mais parfois des patients français qui ont une autre vision du monde que le soignant. Ou parfois entre soignants, nous n'avons pas la même représentation. Donc l'interculturalité finalement elle est notre quotidien. Les gérontechnologies, c'est toutes les questions de technologie appliquées à l'âge, alors soit de supplémentation, soit de fonction, soit de contrôle, c'est quand quelqu'un a pris toute sa tête, est-ce qu'on l'enferme pas le retrouver tout nu dans la rue, ou est-ce qu'on lui met un bracelet électronique pour savoir en permanence où il est. Et dans un cas comme dans l'autre, ça pose de profondes questions. Voilà ce qui est travaillé. Je ne rentre pas dans les détails. Ensuite, des groupes de travail importants. 2012-2013, nous avons centré sur handicap et autonomie, des travaux préparatoires, des conférences publiques, et puis à la sortie, j'espère, des publications de qualité. C'est comme ça qu'on est pertinent. Et puis, le 4 janvier 2012, un nouvel arrêté a plus précisément défini les missions de nos espaces éthiques. Donc, nous nous y adaptons et surtout, ce que nous aimerions, c'est que votre intérêt à vous rejoigne nos activités et que nous grandissions dans la proposition de tout ce que nous faisons. Et ce que nous proposons, c'est la création d'une conférence des espaces éthiques régionaux pour que nos travaux ne restent pas ignorés de nos voisins et réciproquement. Donc on avait un projet d'organiser en juin, vous voyez la date, et ça n'a pas fonctionné, la disponibilité de tout le monde est difficile au niveau national. Nous relançons une date pour décembre et je pense que ça va fonctionner. Il faut dire aussi qu'il faut réunir les agences régionales de santé, le ministère de la Santé, et que dès que l'un d'entre eux n'est pas libre, la date devient caduque. Toute question, vous avez la chance d'avoir Virginie Perrault qui est assise au premier rang et qui répond par mail ou par téléphone à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Ça, c'était pour vous dire dans quel contexte nous sommes. C'est à la fois partager avec le public que vous êtes, mais en même temps recueillir votre point de vue. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, notre thème de travail de l'année était éthique, handicap, autonomie. Je remercie donc Stéphane Pauvalet d'avoir accepté, premièrement, d'être présent, deuxièmement, de témoigner, parce qu'il est important pour nous de savoir ce qu'il porte. Il est un des enseignants du Master Handicap Autonomie, donc je remercie beaucoup de venir mettre à notre disposition sa réflexion, son savoir, sa connaissance, et puis surtout, tout à l'heure, de répondre à vos questions. Si j'ai bien compris, tout sera enregistré, tout est enregistré. Merci, monsieur. Ce qui veut dire que nous pourrons aussi disposer de toute, je dirais, la teneur de ces échanges à froid, à distance, y réfléchir. Donc tout ça est une bonne chose. Merci Stéphane d'avoir organisé tout ça.
Et puis, au-delà de ce que j'ai dit à propos de Stéphane, vous l'avez vu sur l'invitation, c'est un athlète de haut niveau. Son équilibre à 2 roues n'étant pas suffisant, eh bien, il s'est lancé dans le tricycle. L'équilibre est maintenu. Il a le record du monde de la montée du Ventoux. Il me dira son temps, mais pour ceux d'entre vous qui ont fait le Ventoux à vélo, vous savez ce que ça représente. Il a créé une entreprise de cycle, de tricycle, qui fait référence mondiale. Il ne peut pas tout faire et il est en train de passer la main parce qu'il a déjà d'autres challenges malgré son jeune âge. Stéphane, merci beaucoup. Je voudrais que vous applaudissiez sa présence. C'est un grand honneur de l'accueillir. Nous nous sommes rencontrés dans le monde du sport, que je suis à distance, et je salue la présence de mon ami Pierre, qui chez nous ce soir représente le comité olympique du Rhône, et notamment la commission handicap et autonome. Donc vous voyez que tout se tient et que ceux qui veulent œuvrer dans le bon sens sont tous les bienvenus dans nos travaux. Stéphane, merci beaucoup. On va essayer de repasser sur le slide de présentation. Donc, bonsoir à tous et toutes. Je suis ravi ce soir de venir partager un petit peu mon périple de vie avec vous, d'aborder un petit peu les questions de l'éthique et du domaine handicap, et particulièrement de la conscience du handicap dans notre société française. On va aborder un petit peu les questions étrangères, mais on va principalement rester sur la France. Voilà, donc comme l'a dit le professeur Chapuis, la conférence est filmée. Filmée pourquoi? Parce que beaucoup de personnes aveugles ne pouvaient pas venir ce soir. Faute d'équipement adapté, c'est pas toujours facile de mettre ça dans des délais assez courts, donc elles reviendront sur la conférence par vidéo avec sous-titrage. On aura aussi la vidéo qui sera doublée en langage des signes, donc voilà, pour les personnes sourdes, vous pourrez revenir par la suite dessus. Les slides, je tiens à vous prévenir, ne sont pas toujours mis en évidence au niveau couleur, pour la simple et bonne raison, c'est que beaucoup de logiciels pour des personnes aveugles nécessitent une reconnaissance particulière, et dès qu'on met les graphismes un petit peu particuliers, avec des couleurs un peu particulières, etc., ça ne passe plus dans l'équipement. Donc je vais vous demander de faire un petit effort pour ce soir, pour entre guillemets lire les slides. Bon, je vous rassure, hein, c'est visible, il n'y a pas de souci. À la fois, c'est peut-être un peu vous ce soir qui êtes en situation de handicap, et c'est peut-être pas si mal. Alors voilà, un petit CV. Comme vous le voyez, je suis né donc, le 23 juillet 82 à Lyon. Je suis un pur local. On se dit les choses clairement, je suis né grand prématuré avec une infirmité motrice cérébrale. Je ne vais pas revenir là-dessus, vous pourrez poser une question un peu plus particulièrement. En gros, je marche très peu sur la pointe des pieds, avec une atrophie musculaire, mais qui, vous le verrez, a été relativement bien comblée par le sport de haut niveau. J'ai la chance intellectuellement de ne pas être touché par mon handicap, donc ça permet d'avoir une vie au niveau intellectuel tout à fait normale. Pour les mensurations, je suis désolé, mais mesdemoiselles, il va falloir attendre un petit peu. Hein. Je ne les donne pas tout de suite, il faudra qu'on soit un peu plus intime pour ça. Voilà. En parallèle, vous le verrez, il y a effectivement le sport, qui est mon temps à moi dans la vie, si j'ose dire, c'est un comble, mais qui est bien là. 6 titres de record du monde, 5 titres de record d'Europe et de France, 125 victoires en secteur valide. Je ne m'arrête pas qu'à la pratique en e-sport. En e-sport, c'est très bien, mais quand on a la possibilité de dépasser un petit peu les limites, autant le faire, autant aller s'amuser un petit peu avec les valides sur cette question, les fédérations valides. C'est pas toujours simple, on pourrait l'aborder si vous voulez ensemble, mais voilà, ça nécessite une mise en condition un peu particulière. Puis de temps en temps aussi, il fallait leur expliquer ce que c'est que le vélo à 3 roues et comment on pédale. Ça on règle ça assez facilement sur les compétitions, ça ne pose pas de soucis majeurs. J'ai un petit passé politique où j'ai eu la chance de créer la commission extra-régionale handicap au conseil régional de Rhône-Alpes. Voilà, un petit passé très intéressant, puisque la politique est un pouvoir décisionnaire dans le monde handicap extrêmement puissant, et il est important de dresser les bonnes bases. Je ne suis pas ma première expérience d'enseignement, puisque j'ai eu la chance d'enseigner pendant 2 ans en master éthique et développement durable à Lyon 3. On a visé un petit peu le côté écologique de la chose, et c'est à la fois extrêmement formateur. Le professeur Chapuis l'a très très bien décrit, mais j'ai aussi eu la chance d'être intervenant l'année passée, donc de donner des cours ici, et je dois dire que c'est extrêmement formateur d'un point de vue médical, mais c'est aussi extrêmement formateur d'un point de vue humain, puisque nous, personnes handicapées, avons une image entre guillemets de la blouse blanche purement médicale, et parfois de dépasser un petit peu ces limites-là, c'est à la fois extrêmement formateur. J'ai une petite particularité qui est unique en France, c'est que je suis
conseiller technique handicap dans une association de sécurité civile. Et je suis à la fois secouriste opérationnel. Si vous fréquentez un petit peu les matchs de l'OL, du Loup, les postes sportifs de la région, vous avez peut-être la chance de m'y trouver. Voilà, avec une 15e année de secourisme cette année, donc j'ai déjà vu un petit peu les choses. Et je dois dire que c'est relativement novateur de trouver des personnes handicapées dans le monde du secourisme. Voilà. Pour écrire un pigiste, quand on a la possibilité de travailler dans le monde handicap, il est tout à fait intéressant de faire un peu de publication. Google sert à ça, vous irez voir ça un petit peu en détail. Voilà, vous verrez tout ça tranquillement. Ce que je vous propose ce soir, c'est effectivement de rappeler un petit peu les bases du handicap. Malheureusement, on est obligé de passer un petit peu par l'étape des chiffres. Là, vous voyez un petit peu les différentes activités, vous verrez un peu au niveau du vélo comment ça se passe, du secourisme, voilà, on y reviendra tout à l'heure. Je vous montrerai tout ça un petit peu en détail. N'hésitez pas à poser vos questions tout à l'heure. Je vais parler un petit peu des chiffres, mais les chiffres passent aussi par la définition du handicap. Beaucoup de gens, malheureusement, ont une définition relativement invalidante et oublient un petit peu les textes propres au monde du handicap. Comme vous pouvez le voir ici présent, le handicap, c'est avant tout une notion de limitation d'activité, de restriction de participation à la vie sociétale, et puis parfois une altération durable ou définitive de fonctions physiques, sensorielles, etc., etc. Quand on parle de handicap, les gens imaginent souvent le côté purement physique du handicap. Handicap égale fauteuil roulant. C'est bien plus vaste que ça. On peut avoir un handicap sensoriel, une surdité, un problème auditif. On peut aussi avoir des problèmes purement psychologiques ou psychiatriques. Et on peut aussi avoir des nouvelles formes de pathologies qui apparaissent, comme des surefficiences intellectuelles, qui sont aujourd'hui reconnues comme une problématique handicapante. C'est tout nouveau dans les textes, on commence à le voir apparaître. Si vous regardez bien cette définition-là, telle qu'elle est prévue aujourd'hui, elle est relativement récente, elle date de 2005. On avait des définitions un peu plus évasives auparavant, comme en 75 ou comme avant, mais c'était des définitions qui sont relativement complètes et qui sont parfois esselées. C'est-à-dire, on avait des définitions, mais là on n'avait pas forcément un cadre précis, la règle juridique, bien établi, clairement défini, de ce qui définit clairement le handicap. La loi de 2005, pour vous donner une ordre d'idée, c'est un recueil de voix qui a été voté, entre guillemets, qui a été un travail de plusieurs années auparavant. Ça représente la globalité du handicap, que ce soit la vie quotidienne, l'accès aux soins, le domaine juridique, etc. etc. C'est 1400 décrets d'application directe. On est sur un peu plus de 30 000 décrets de loi précis, avec des points précis clairement définis. Donc je vous laisse un petit peu imaginer la grandeur de ce projet législatif que ça peut représenter. La notion d'handicap est un petit peu différente en France de ce qu'elle peut être à l'étranger. L'Organisation mondiale de la santé a défini une classification internationale du handicap pour bien entendu, entre guillemets, légiférer la problématique handicap, que ce soit au niveau international, mais parce que les handicaps sont différents. Prenez un pays en voie de développement avec des problématiques handicap et prenez notre pays à l'heure actuelle, les problématiques handicap sont complètement différentes. Et l'Organisation mondiale de la santé a décidé de légiférer cette problématique du handicap. Vous y retrouvez 3 dimensions, 3 concepts: la déficience, l'incapacité et les désavantages. La déficience, elle est assez simple. C'est: j'ai un problème, qu'il soit congénital ou accidentel. Je ne peux pas réaliser certaines tâches, je suis titulaire d'une pathologie, je suis déficient. L'incapacité, c'est: j'aimerais pouvoir réaliser certaines choses, je ne peux pas la réaliser par moi-même, je ne peux pas la réaliser par un moyen technique, je suis dans l'incapacité de le faire, je ne peux pas pouvoir le faire. Il va falloir trouver une autre solution. Le désavantage, eh bien, ces notions précédentes, elles créent forcément un désavantage social. Si vous regardez bien ici à la fac, là où je suis par exemple, vous avez une pente là, qui représente un danger pour moi. Là, je vais user un peu plus d'énergie pendant que je vais discuter avec vous, parce qu'il va falloir que je contrôle mon équilibre, parce qu'il va falloir que je fasse attention à mes déplacements, etc. etc. Ça, c'est valable dans la vie quotidienne. Et cette notion de désavantage est propre au handicap. C'est un désavantage constant. On verra un peu plus loin que la définition de handicap a une notion d'existence qu'à partir du moment où le handicap n'est pas compensé. Si on gomme le handicap, il faut le gommer
compensation. À ce moment-là, le handicap disparaît. Quelques chiffres pour vous rappeler un petit peu à l'esprit ce que c'est que le monde handicap. 9 600 000 personnes handicapées en France. Moi, j'entends souvent dire oui, mais les personnes handicapées, vous touchez les allocations, vous profitez des allocations. Non, si vous regardez bien le chiffre, les bénéficiaires de l'allocation des adultes handicapés, c'est un tout petit peu moins de 10%. C'est pas énorme vis-à-vis des chiffres des aides sociales que l'on peut retrouver dans la politique générale sociale, c'est très peu. On a à peu près 210 000 enfants et jeunes scolarisés au niveau national. Il en reste aujourd'hui à peu près 75 000 qui restent sur le carreau faute d'accessibilité ou de personnel adapté. Le pourcentage est encore entre guillemets difficile. 7 500 étudiants en 2004, 13 000 en 2012. Cette année, on devrait arriver aux alentours des 15 000. C'est difficile de vous dire des chiffres exacts là-dessus, puisque beaucoup d'étudiants, quand ils n'ont pas besoin de compensation, ne passent pas par les missions handicap qui existent dans l'université, donc ne sont pas recensés comme personnes handicapées. Donc on n'a pas de chiffres précis. Je vais vous prendre un exemple concret ici sur Lyon. L'école centrale de Lyon, on n'a pas aujourd'hui par exemple d'étudiants en situation de handicap parce qu'on estime que soit tout simplement il n'y en a pas, ce qui m'étonnerait quand même sensiblement, soit tout simplement parce qu'ils ne se font pas recenser. On va parler un petit peu argent, parce que les gens aussi se posent la question. Le budget de l'État en faveur des politiques sociales du handicap, c'est 34 milliards d'euros. Ça a bien changé depuis une dizaine d'années, les budgets sont à peu près équivalents. La politique de l'État sur la question aujourd'hui tendrait à réduire un petit peu ce budget, mais voilà, il ne bouge pas terriblement depuis à peu près une dizaine d'années. L'estimation des personnes à mobilité réduite. Alors vous allez me dire, handicap, personne à mobilité réduite, c'est la même chose. Dans les bouquins, on a lu qu'il fallait appeler une personne handicapée une personne à mobilité réduite. Non, c'est pas la même chose. La personne handicapée a une reconnaissance officielle, comme je vous l'ai décrit un peu plus tôt. Elle a une pathologie, une déficience clairement définie, avec un diagnostic précis, posé. La personne à mobilité réduite, on va être plus dans la mamie, qui a du mal un petit peu à marcher, qui ne sait pas trop comment s'y prendre, qui a besoin de bouger en ville, mais qui a des difficultés, et puis parfois une petite marche pour elle, c'est compliqué. Ça n'empêchera pas d'avancer, mais ça va créer un inconfort, et là on sera plus effectivement dans la mobilité réduite. Voilà, à peu près 9,4 millions. Vous avez aussi un problème de vieillissement de la population. Vieillissement de la population, c'est un problème que l'on va vivre tous, un jour ou l'autre, enfin je vous le souhaite en tout cas. Le vieillissement de la population va demander effectivement des adaptations particulières, des budgets particuliers, des compensations particulières. C'est un sujet aujourd'hui qui inquiète énormément de politique et qui inquiète énormément la société. D'une, parce que c'est un sujet qui fait entre guillemets peur, de deux, parce que c'est un sujet où le nombre est quand même important. Hein. On parle de 2,4 millions de personnes en 2020 qui auront plus de 80 ans. Bon, des personnes avec 80 ans qui ont la même vitalité qu'à 20, je ne pense pas, donc il va quand même falloir des aménagements particuliers, des prises en charge particulières. Là, je laisse le soin à mes collègues spécialisés sur la gériatrie d'évoquer la question, mais ça nécessite quand même d'y penser un petit peu à l'avance. Je vous ai mis un petit listing de types de handicap. Les gens pensent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, énormément à la problématique de handicap en fauteuil. On en est très très loin. Si vous regardez bien, les personnes les plus nombreuses aujourd'hui, c'est les personnes qui portent une déficience auditive. On est à 5 millions, à peu près 5 millions de personnes, dont seulement 80 000 parlent la langue des signes. Moi, je l'entends souvent, la personne est sourde, donc elle signe. Non, c'est absolument pas le cas. Il y a très très peu de sourds qui signent. Il y a beaucoup de sourds, entre guillemets, qui parlent d'autres langages qui sont propres au monde du handicap auditif. Il y a aussi beaucoup de personnes qui lisent sur les lèvres, qui sont aussi tout simplement appareillés et auxquels leur appareillage suffit et n'ont pas forcément besoin d'apprendre un langage plus spécifique. Et puis il y a aussi des gens qui
n'ont pas besoin d'adaptation particulière, ni humaine, et qui se débrouillent entre guillemets par leurs propres moyens. Aujourd'hui, 407 000 personnes sont aveugles ou profondément malvoyantes. C'est assez considérable. Je vous rappelle juste comme ça, au passage, qu'on est de mémoire aux alentours de 67 millions d'habitants. Vous ferez assez facilement les pourcentages. On parle aujourd'hui à peu près de personnes en situation de handicap de l'ordre de 12% de la population française, ce qui est considérable. 12%. Un autre chiffre qui vous démontre aussi que la médecine accroît considérablement l'espérance de vie. On prendra celui de la trisomie 21, qui est passé en 15 ans de 25 à 49 ans. Hein, c'est les chiffres qu'on a en 2002, on n'a pas aujourd'hui le chiffre plus précis, mais on peut avoir une même fourchette entre guillemets d'espérance. Pour la longévité, vous avez à peu près le calcul ici, on est de l'ordre de 1,7 années par an supplémentaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va être aux alentours des 60 ans d'espérance de vie. Si on prend les chiffres des années 70 sur un syndrome de Down ou sur une trisomie 21-23, on était plus sur l'espérance de vie lors d'une vingtaine d'années. Pour vous dire que la médecine a quand même fait des progrès considérables sur les questions. En dehors du cadre médical, il faut aussi comprendre que les conditions de vie se sont quand même aussi considérablement améliorées dans la prise en charge du handicap. C'est aussi une des grandes nouveautés que l'on a depuis à peu près une trentaine d'années en France. 80 000 personnes sont autistes. Là aussi, le chiffre est difficilement établissable. Poser un diagnostic d'autisme est un diagnostic précis. Parfois, on va entendre parler de troubles autistiques. On n'est pas tout à fait sûr que ce soit un autisme sévère, donc on va plutôt parler de troubles adjacents. On a un petit peu du mal à définir ça clairement et on a surtout du mal à faire remonter l'information auprès des différents organismes qui étudient ça. Les chiffres que je vous donne ici, vous pourrez les consulter après toutes les sources sur la mise en ligne du site de la conférence. C'est les chiffres de l'INSERM de l'année passée. Donc on a quand même la possibilité d'avoir des chiffres relativement récents avec des études relativement récentes. Ce qui est difficile en France, c'est d'avoir des chiffres qui sont comparés aux chiffres européens, puisqu'il existe une commission européenne au handicap, et les chiffres ne sont pas forcément les mêmes, ne sont pas forcément calculés de la même manière. Prenez ces chiffres quand même à titre indicatif. Quelques chiffres mondiaux. On a à peu près 10% de la population mondiale qui est en situation de handicap. 650 millions de personnes vivent avec un handicap. On est la plus large minorité du monde. On n'est pas dans une minorité religieuse. Forcément, le handicap est à part. On est effectivement la plus large minorité du monde. 90% des personnes handicapées vivent dans les pays en voie de développement. Les pays en développement. Ces chiffres viennent des Nations Unies. Vous pourrez un petit peu consulter tout ça en ligne avec les sources qu'on va vous mettre en place. On a un autre type de handicap associé, qui est le problème d'alphabétisation des personnes handicapées. Comme vous le voyez ici, le taux d'alphabétisation des personnes handicapées adultes ne dépasse pas les 3%. Si à la base vous avez une problématique invalidante et derrière vous avez des moyens de communication qui sont limités et qui vous permettent difficilement de vous insérer en plus, vous cumulez. Et à ce moment-là, effectivement, les taux d'insertion et les taux de vie normalisés sont quand même relativement réduits. On retrouve encore le problème dans une minorité, si j'ose dire, même si j'aime pas trop le terme, chez les femmes en situation de handicap. On le sait par nature, en dehors du cadre du handicap, les femmes ont quand même des difficultés sociales d'intégration et de vie de tous les jours, liées à notre société qui est quand même relativement irrespectueuse, qui propose des conditions de vie particulièrement difficiles. Pour le taux d'alphabétisation de la femme en situation de handicap, on est de l'ordre de 1%, ce qui est malheureusement très très peu. On sait par expérience que quand le handicap, on a certaines capacités cognitives, on a certaines capacités de communication, on a certaines capacités d'apprentissage dans la vie de tous les jours, forcément derrière le taux d'intégration et de normalisation de vie est beaucoup plus important. Effectivement, dès qu'on limite les moyens de communication, les taux d'insertion chutent. On a aussi un autre problème que l'on voit apparaître aujourd'hui de plus en plus dans la scolarisation des enfants handicapés, c'est le taux de violence. On s'aperçoit aujourd'hui
qu'un enfant handicapé en structure scolaire, valide ou adapté, est beaucoup plus confronté à la violence qu'un autre enfant. Sociologiquement, c'est assez simple. C'est une minorité. Les minorités sont par tendance persécutables. Donc forcément, si on a un souffre-douleur à prendre, et qu'en plus il y a un problème de mobilité, de compréhension, de communication, l'enfant en situation de handicap va être beaucoup plus facilement violenté, au sens large du terme. On n'est pas forcément dans des violences physiques, mais plus effectivement dans de la violence morale. Et bien par nature, la persécution va se mettre en place. On l'estime, nous, de l'ordre du jour, à 1,7 fois plus important, excusez-moi, que les autres congénères en situation de même handicap. C'est un problème aujourd'hui qu'on retrouve énormément dans la scolarisation des enfants handicapés et auquel on essaye de lutter, mais c'est un nouveau problème. Et aujourd'hui, on n'a pas forcément de grandes solutions sur cette question. J'espère que ça va venir par la sensibilisation, par la répression aussi malheureusement, puisque toute violence est répréhensible. Mais aujourd'hui, on n'a pas de grandes solutions. Il nous faut un peu le temps d'étudier un petit peu la problématique pour y répondre. Creusons un peu. Alors, on va aborder un petit peu le point de vue, si j'ose dire, philosophique, mais qui est à la fois assez proche de la réalité. Paraît-il que tous les êtres humains sont égaux. Donc si nous sommes tous égaux, qu'est-ce que le handicap ? Le handicap, c'est la relation complexe entre une déficience avérée et son contexte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, prenons l'exemple par exemple d'une personne déficiente auditive. Si on a la possibilité de la parier pour lui permettre d'avoir un taux d'audition suffisant, eh bien le handicap disparaît. Prenons une personne paraplégique qui a des capacités cognitives suffisantes pour lui permettre de s'insérer dans la vie de tous les jours. À partir du moment où on lui propose un mode de déplacement suffisant, le handicap disparaît. La notion de handicap, elle est là, elle est clairement définie. Handicap égale compensation. On peut poser le problème aussi autrement. Puisqu'il y a des personnes handicapées, en quoi tous les êtres humains sont-ils égaux? Est-ce qu'on a vraiment tous les mêmes droits sur cette terre? Et bien le handicap, c'est vraiment ça. On peut avoir une notion de mobilité différente, on peut avoir une notion de compréhension du monde extérieur différente, mais si j'ai cette problématique-là, je ne suis pas forcément égal à mon voisin qui, lui, n'a pas de situation de handicap, soyons clairs. Donc la notion d'égalité, c'est une notion d'égalité de droit, c'est une notion d'égalité entre guillemets juridique, mais pas sur la forme. Je suis différent de vous. Je vais, moi par exemple, beaucoup plus me fatiguer dans la vie de tous les jours que vous. Et ça, je vais le payer sur ma vie sociale, je vais le payer sur ma vie professionnelle, je vais le payer sur tout ce que je vais faire dans la vie de tous les jours. Donc cette notion de droit, elle peut être gommée d'un point de vue compensatif. On peut très bien avoir une compensation du handicap qui soit efficace. Mais n'empêche qu'à un moment donné, les problématiques handicap, elle va quand même créer une notion de différence avérée qui va engendrer un certain nombre de problèmes. Être égaux de droit dans le handicap, on peut y arriver dans une certaine mesure. Être humainement respecté. Être humainement respecté, je vais vous donner un exemple concret. Pour venir ici, j'ai besoin de faire entre mon domicile et la gare 800 mètres en fauteuil, avec de magnifiques côtes, qui, déjà quand j'arrive à la gare, je suis déjà bien fatigué, je vais avoir bien transpiré, donc si j'ai un rendez-vous professionnel juste après, ben, il va forcément y avoir des dommages collatéraux à un moment donné. Je vais devoir prendre le train. Ben, la gare, moi, elle n'est pas accessible. Donc je vais pas me débrouiller. Alors, j'ai la chance de marcher un petit peu, mais prenons l'exemple d'une personne qui est tétraplégique. Elle ne prend pas le train. Donc à un moment donné, elle n'a pas de vie sociale, ou une vie sociale relativement réduite, une vie professionnelle relativement réduite. Et ça, ben forcément, ça joue sur la vie de tous les jours. On va tendance à avoir à se renfermer, on va avoir tendance à avoir des petits soucis psychologiques, à avoir une vie plutôt triste, comme beaucoup d'entre nous vivent. Et tout le monde sait que malheureusement, pour pouvoir vivre normalement, il faut avoir un minimum de vie sociale.
J'entends encore dire le travail c'est la santé, je crois que c'est encore un proverbe que l'on entend régulièrement. Bah oui, être bien dans son handicap, c'est aussi avoir une activité professionnelle, avoir des loisirs. C'est aussi avoir une situation financière satisfaisante. La situation financière satisfaisante, elle est doublement importante dans la problématique handicap. Elle est, dans un premier temps, de pouvoir vivre et subvenir à ses besoins. Par exemple, aujourd'hui, une personne handicapée qui toucherait l'allocation d'adulte handicapé touche 790 € par mois. Le seuil de pauvreté en France, beaucoup le savent entre vous, il est de 1266 €. On est largement en dessous, donc on est considéré aux yeux de la loi comme des gens pauvres. Et 790 € pour vivre, c'est très très compliqué. Il existe, dans la mesure du possible, des aides financières pour aider au logement, mais ça va guère plus loin. On n'arrive pas au SMIC. Il y a beaucoup de personnes handicapées qui ne vivent pas suffisamment correctement de leurs aides sociales et se retrouvent à effectivement user les stratagèmes pour, entre guillemets, améliorer leur quotidien. Quand certaines le peuvent, parce que toutes ne peuvent pas malheureusement vivre convenablement financièrement. Et j'en connais un certain nombre qui malheureusement ne mangent pas à leur faim parce qu'il n'y a pas de solution concrète à ce problème-là. Je vous le rappelle, hein, on a 957 000 personnes en France qui vivent avec l'allocation d'adulte handicapé. Ces gens-là ne vivent pas, mais survivent plus qu'autre chose, clairement. Le dernier point qu'on va aborder ici, c'est l'accès aux soins. Par exemple, aujourd'hui où les transferts médicaux sont déremboursés pour des questions de distance, d'économie, de financement de sécurité sociale, etc., beaucoup de personnes handicapées ne peuvent pas accéder aux soins. Pour la simple et bonne raison, c'est que pas de transport médicalisé, peu de transport accessible en commun, comment elles se rendent au rendez-vous. C'est malheureusement impossible. Le problématique qui va se poser dans l'accès aux soins, c'est d'avoir le spécialiste aussi à proximité. Vous savez tous que certains spécialistes dans des pathologies bien définies sont un peu éparpillés aux quatre coins du territoire. Et quand on est de Lyon et qu'on a besoin de voir un spécialiste à Brest, à Rennes ou à Marseille, la Sécu arrive encore à financer les transports dans certains cas, mais dans la très très grande majorité, la réponse est il n'y a pas de budget. Déposer une demande de transport spécifique sur cette question auprès par exemple du département pour avoir un transport adapté. En lieu des cas, vous tombez sur un département qui va jouer le jeu et qui va vous libérer des fonds sur 48 heures. Au pire des cas, on va vous dire il faudra peut-être attendre 6, 8, voire un an et demi pour avoir des résultats sur le financement du transport. Le problématique aussi qui se pose, c'est qu'aller consulter un spécialiste ou aller consulter un service de rééducation ou autre à l'autre bout du pays, ça a des conséquences aussi physiques. Beaucoup de personnes handicapées ne vont pas le faire parce que faire 2 heures d'avion ou 6 heures de train ou tout simplement 6 heures de VSL pour aller consulter, ça va représenter donc une fatigue, ça va représenter un problème pathologique beaucoup plus important sur le handicap de la personne, et malheureusement, elles vont laisser tomber, tout simplement. Je vous donne des informations un petit peu en vrac. Je pourrais vous en donner en long, en large et en travers, vous les donner par milliers, et vous bassiner avec tout ça. Ça ne vous servira pas à grand chose. Au pire des cas, vous n'allez rien retenir, et mon intervention ne va servir à rien. Moi, ce que je veux faire ce soir, c'est attirer votre attention sur le handicap. Attirer votre attention sur comment on peut compenser techniquement le handicap, humainement le handicap, puis peut-être avoir un petit peu plus de solidarité sur cette question-là. On va le voir un petit peu plus loin, mais beaucoup de gens croient que le handicap n'arrive qu'aux autres, et malheureusement, c'est pas souvent le cas. Hein. Le handicap est souvent très proche pour beaucoup de gens, malheureusement. Ici, vous retrouvez un petit peu des personnages qui vous permettent d'améliorer la situation de handicap. Beaucoup de gens aussi qui étaient en situation de handicap auxquels je pense que vous n'avez pas pensé. Bon, vous reconnaissez entre autres Michel Petrucciani, le pianiste, qui est malheureusement plus du monde à l'heure actuelle. Vous reconnaissez Grand Corps Malade, qui est très actuel, le chanteur. Vous reconnaissez Stephen Hopkins, qui était l'astrophysicien, qui est toujours le monde, je crois, à l'heure actuelle, mais moi. Vous connaissez aussi une tête politique internationale,
Kennedy, qui était atteint du syndrome d'Addison. Bon, certains d'entre vous connaissent, mais ce monsieur avait des problèmes de grosse fatigue, de grosses douleurs, des courbatures en permanence, se dopait en permanence à des antidouleurs très très lourds. Voilà. Vous avez aussi deux figures du cinéma, entre autres Forrest Gump, Tom Hanks, auquel la société s'est accaparée le court Forrest court. Voilà. Ces personnes-là démocratisent le handicap, ont permis aussi à la société de prendre conscience de la problématique handicap, à la fois par le côté très sérieux de la politique ou de l'astrophysique, et puis parfois par le côté un peu plus léger de la comédie ou de la musique. Prenez un de ces personnages véritables, vrais, hein, qui existent dans la vraie vie en dehors de nos deux comédiens. Vous leur enlevez leur célébrité, vous leur enlevez leur crédibilité de personne handicapée. Je vous l'ai dit tout à l'heure, être en situation de handicap, c'est avoir du respect. Ces gens-là ont obtenu, en dehors d'un respect basique que tout humain mérite, une reconnaissance que leur handicap leur a permis d'acquérir. Moi, je le vois encore tous les jours. Quand je me présente avec mon palmarès cycliste, les gens ont un moment de respect que je n'aurais pas obtenu si je m'étais présenté comme Stéphane, simple personne handicapée. L'étiquette de sportif de haut niveau, de comédien, de musicien, crée la notion, à un moment donné, de respect. Et je dois dire que ces dernières années, si nous n'avons pas eu ces personnes, si nous n'avions pas eu ces personnes, pour, entre guillemets, démocratiser la problématique handicap, créer une notion de respect vis-à-vis de quelques éléments, je peux en citer encore quelques autres, bon, il n'y en a pas non plus des masses. Il faut dire que si ces personnes n'avaient pas été là, le handicap serait encore ultra confidentiel, et malheureusement, on en parlerait beaucoup moins. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand le handicap n'est pas extraordinaire, parce qu'après tout, ce sont des gens extraordinaires, enfin vous le voyez comme des gens extraordinaires. Moi, j'ai encore des gens qui viennent me pincer la joue, qui me disent « Ah, bravo, vous avez fait du vélo, c'est génial !» Non, j'ai un loisir, je m'éclate, oui, mais c'est pas foncièrement génial, je suis pas foncièrement extraordinaire. Je ne connais pas de cycliste professionnel valide auquel on vient passer la joue en lui disant « Oui, t'es génial, merci !» Non, ça ne se passe pas comme ça. Alors c'est vrai que les gens se permettent, entre guillemets, d'avoir parfois des gestes un petit peu déplacés. Je vous raconte une petite anecdote de quand j'étais gamin. J'avais une mamie, pas très vieille, parce que malheureusement aujourd'hui il n'y a plus du monde, et qui avait pour habitude à chaque fois qu'elle me voyait dans la rue, venait me passer la joue et me disait « Ah mais il parle, hein! Ah mais il est mignon, hein !» Et une fois, deux fois, trois fois, et puis la quatrième fois, elle dit « Vous savez madame, moi je suis pour l'euthanasie, j'ai plus de 65 ans. » Et là d'un coup, vous passez de la notion de mec extraordinaire à la notion de mec exécrable. Clairement. La problématique principale de notre culture aujourd'hui, et elle est valable encore dans beaucoup de pays à l'international, c'est que la culture considère le handicap comme une honte et cachée. La politique sociale, jusque dans les années 60, c'était la personne handicapée, au milieu des cas en institut spécialisé. Il fallait voir les instituts spécialisés de l'époque. Au pire des cas, il s'avérait que dans certaines campagnes, on pratiquait l'euthanasie volontaire maîtrisée, jusqu'encore au début du siècle, sans trop de difficultés vis-à-vis des personnes handicapées. La culture handicap, c'est vraiment ça. Aujourd'hui encore, elle inspire une notion de rejet, une notion de souillure, une notion de quelque chose qui nous dérange, parce qu'on s'estime tous être, à un moment donné, ouverts à la problématique handicap, mais au fond de soi, on se dit « Ah non, mais le handicap, c'est pas si bien que ça, et si ça m'arrive... » Alors il vaut mieux condamner. On condamne. Bah oui, le handicap, ça arrive aux autres, puis moi ça m'arrivera jamais parce que de toute façon, j'ai une vie saine, je mange bien, je fais du sport, puis de toute façon je ne vais pas le toucher, c'est pas possible. Puis je conduis bien aussi. Je conduis bien. Bon, de temps en temps je bois un peu d'alcool, je prends le volant, mais il m'arrive rien. Au fond, il m'arrive rien, puis c'est tant mieux. Le principal problème que l'on va retrouver aussi, c'est que derrière ce sentiment de honte que le handicap peut cacher, que le handicap génère, c'est que souvent on crée un sentiment de persécution.
Le handicap, vu qu'on le refuse, et qu'on se dit, ça ne peut pas m'arriver, et moi je suis trop bien pour que ça m'arrive, il ne peut rien m'arriver, et bien le handicap, il vaut mieux se léguer contre. Si vous regardez bien un petit peu dans tous les conflits historiques que l'on a pu avoir, une des premières minorités sociales que l'on a cherché à éliminer, le handicap en a fait partie, systématiquement. Et pour être sûr que le handicap soit bien éliminé, entre guillemets, psychologiquement, intellectuellement, et on va même jusqu'à créer le fameux effet de mode. L'effet de mode, c'est qu'il vaut mieux se regrouper pour condamner le handicap. Ça, on le retrouve aujourd'hui énormément, par exemple, sur les réseaux sociaux, ou des groupes secrets, je l'ai vu encore il n'y a pas longtemps, pour qu'on extermine toutes les personnes handicapées qui coachent à la Sécu. Ça, on le retrouve assez facilement sur les réseaux sociaux type Facebook. Voilà, c'est des choses qui arrivent régulièrement, qui restent à la fois des minorités de gens qui prônent cette forme d'extermination, si j'ose dire, aussi bien intellectuelle que physique pour certains, mais on le retrouve quand même d'une manière assez probante en France, et c'est à la fois très inquiétant. Ça s'explique aussi d'une manière assez simple. Le handicap aujourd'hui s'affiche, il apparaît. On ne peut pas ignorer le handicap. Vous allumez la télé, vous voyez des émissions sur les problématiques handicap, vous regardez la télé au mois de décembre, vous avez une magnifique émission qui s'appelle Le Téléthon, qui est très utile, mais c'est l'occasion de faire un peu pleurer dans les chaudières, et ça fonctionne très très bien. On a aussi de plus en plus le domaine du sport qui s'ouvre à la problématique handicap, et à la fois il vaut mieux rester aussi entre personnes handicapées. Il y a aussi des bonnes fédérations pour la pratique du sport en situation de handicap, que ce soit la Fédération française du sport ou sport adapté, mais on les laisse entre personnes handicapées. Et l'inclusion dans le domaine de la vie de tous les jours est encore difficile. On y vient, mais c'est encore difficile. On est tous terriblement imparfaits. Tous, sans exception. Fragiles, limités. On a tous nos problèmes, on a tous nos manières de penser qui vont créer forcément un handicap social à un moment donné. Je dirais qu'il est même encore beaucoup plus difficile pour les handicaps qui ne sont pas visibles. Il y a beaucoup de pathologies qui malheureusement ne sont pas visibles, et les gens, entre guillemets, sont condamnés d'une manière beaucoup plus forte parce qu'on les condamne à la normalité. Forcément, le handicap n'est pas visible, donc tu n'es pas en situation de handicap. Et ça, c'est d'autant plus compliqué. Même si, je vous le redis, on est tous imparfaits, fragiles, limités. On n'est pas tous handicapés. Au fond, on n'est pas tous. Peut-être plus ou moins, mais effectivement, on n'est pas tous dans un fauteuil roulant, on n'est pas tous avec un appareil auditif. C'est clair. Prendre le handicap au sérieux, c'est l'affronter comme un défi de la vie de tous les jours. On n'améliorera pas le handicap du jour au lendemain. On ne dira pas, ça y est, aujourd'hui on va rendre toutes les gares accessibles, toutes les universités accessibles, on va mettre tous les auxiliaires de vie sociale en place. Ça ne fonctionne pas. Par contre, on peut le faire petit à petit. On peut le prendre comme un défi. Je pense que beaucoup de personnes handicapées sont aussi conscientes que tout ne se fera pas demain, peut-être après-demain, peut-être sous quelques décennies. Mais petit à petit, la situation s'améliore. D'un point de vue purement social, le message que je tiens à faire passer, en dehors du fait que le handicap peut arriver à tout le monde, c'est que ce n'est pas une honte. Je crois que vous en êtes tous conscients ici, mais qu'au contraire, on peut en tirer une force, clairement. Clairement, on en tire tous des leçons. Mais ces leçons-là, elles ne doivent pas être associées au misérabilisme. C'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on est forcément un miséreux. Clairement. C'est d'une manière positive qu'il faut voir les choses. Un peu de psychologie positive, comme on entend beaucoup parler ces derniers temps. Un peu de pas en avant, ou de trop de roues en avant, peu importe la manière dont on avance, mais il est important de voir les choses sous un angle positif. Cette problématique-là aussi, il faut dire que l'angle positif n'est pas forcément une manière philosophique pour les personnes handicapées, une manière de vivre les choses constamment. Beaucoup de personnes handicapées restent dans un état de misérabilisme, dans un état de victimisation, et ne cherchent pas forcément à s'insérer, et je vous avoue que ça c'est à la fois très difficile dans le handicap, de pouvoir faire avancer les choses concrètement. Je vous ai mis un petit plan de la manière dont on peut voir les choses. Vous voyez, l'exclusion, c'est la société pense
que les autres doivent être à l'extérieur de notre cercle de vie. Hein, les autres, les personnes handicapées, c'est les autres. Ils ne sont pas comme nous, c'est les autres. On doit les laisser à l'extérieur. La ségrégation, on est plus dans les handicapés, c'est les handicapés. Alors, ils ne sont pas comme nous, mais c'est les handicapés. Voilà. Ils sont leur petit groupe, c'est leur manière de penser, c'est leur culture. Sur le point de vue de la culture, je suis plutôt d'accord. On a une culture propre au moment du handicap, mais ça ne veut pas dire qu'on ne dit pas dans la culture de la normalité, et qu'on ne vit pas dans la société qui nous accueille telle qu'elle, et qui doit nous prendre en compte telle qu'elle. L'intégration, on est plus dans la société qui dit oh oui, d'accord, moi les handicapés ne me posent pas de problème. Ça, j'entends souvent. Hein. Moi les handicapés, non, mais j'ai rien contre eux, moi il n'y a pas de souci, hein, je les veux bien. Mais à la fois, on est à la fois sectaire quand on pense de cette manière-là. Parce que les handicapés, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde au fond. Donc les handicapés, ils n'ont pas une carte à part, c'est pas des gens foncièrement à part. Alors, la mode actuelle veut qu'on prenne des handicapés, on fasse de l'intégration, en disant on va essayer, je sais pas, d'accueillir un handicapé à la fac, d'introduire un handicapé dans son club sportif, ou voilà. Non, on n'accueille pas un handicapé, on gomme une différence et ça devient un être humain comme les autres. Mais on ne reste pas un handicapé. C'est une foutaise. L'intégration, hein, c'est le fameux concept de discrimination positive où il est toujours bon d'avoir un handicapé sous le bras quand on est un employeur parce que ça coûte moins cher et ça permet de défiscaliser. Moi, je serais plus pour l'inclusion. L'inclusion, c'est oui, tu es handicapé. Oui, tu es différent, tu as un problème quelconque. Mais peut-être que si on compense ton handicap, ta différence passe, s'oublie, et tu rentres dans la société telle qu'elle. Et oui, c'est pas parce que tu roules, ou c'est pas parce que tu as un appareil derrière l'oreille qui permet de mieux entendre, que tu es différent de nous. Au fond, tu es juste un humain. Je préfère nettement cette notion d'inclusion, qui commence à arriver petit à petit, mais qui est encore relativement jeune. La notion d'inclusion du handicap aujourd'hui est telle de 2007 pour des minorités. Quand on parlait d'inclusion en 1947 aux États-Unis, c'est quand même quelque chose qui est relativement jeune en France. Est-ce que c'est par une forme de conservatisme ou est-ce que c'est par peur? Est-ce que c'est par éducation religieuse, histoire religieuse de nos cultures? On commence à avoir des réponses, mais rien de précis sur le sujet. Pour arriver à l'inclusion, il faut qu'intellectuellement on avance. Il faut qu'on dépasse aussi les préjugés. Il faut ouvrir les yeux sur les difficultés quotidiennes. Je l'entends souvent, quand je bouge en ville, en fauteuil, les mamans me disent « Ah, tiens, depuis qu'on a rendu le métro accessible ou le bus accessible, je passe avec ma poussette et je viens de me rendre compte que si je passe avec ma poussette, vous passez avec votre fauteuil. » J'entends aussi souvent parler dans les lieux publics d'amélioration des contrastes de couleurs, d'amélioration par exemple des pentes douces qui remplacent les escaliers, etc. Je prends un exemple concret, j'ai participé il y a quelques années à la construction du nouveau conseil régional de Rhône-Alpes en tant que consultant, et on n'a pas de marche dans le conseil régional. Ce ne sont que des pentes douces qui sont mises en place dans le conseil régional. Et là, les salariés, depuis quelques temps, viennent nous voir en nous disant « Ah, c'est vachement bien, depuis que vous avez fait des pentes douces dans le nouveau conseil régional, je n'ai pas de problématique de douleur liée au choc, aux efforts, etc. » Et les gens nous disent « Tu comptes faire le handicap, ça a quand même un rôle bénéfique sur notre vie de tous les jours. » Parce que dès qu'on imagine une société accessible, ouverte, etc., les gens créent en eux-mêmes une sensation positive, et parfois cette sensation est purement physique. L'histoire des pentes douces ou des mamans qui puissent passer en poussette dans les transports améliore considérablement la vie de tous les jours. On a aussi un cadre handicap qui définit clairement ce qui est possible de faire dans le domaine handicap, que ce soit en termes d'accessibilité, que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes de compensation du handicap, technique, humaine et autres. Le problème aujourd'hui qui se pose, c'est que peu de gens sont au courant de ces critères-là, et à la fois aussi peu de personnes handicapées sont au courant de ces critères-là. Ouvrir le code handicap comme on ouvrirait son bouquin de chevet pour continuer le soir, c'est pas toujours évident pour les personnes handicapées, et avoir accès à l'information juridique, c'est pas simple. C'est aussi à vous, personnes valides, d'appliquer ces principes de solidarité pour pouvoir, entre guillemets, aider son prochain
Alors vous allez me dire, oui, mais le principe de solidarité dans cette société actuelle, ça ne court plus trop les rues et c'est plutôt l'inverse. Ah oui, mais parfois c'est un petit peu fort. C'est, voilà, c'est vous voyez quelqu'un qui galère entre guillemets dans la vie de tous les jours pour prendre son bus, pour aller travailler, etc. Et ben, petite main sur l'épaule, une petite main sur le fauteuil et parfois un petit conseil, hein, parce que vous avez entendu à la télé qu'une nouvelle loi sur le handicap vient de passer ou qu'une nouvelle problématique a été résolue. Le simple principe de solidarité pour une personne handicapée améliore considérablement les choses. Je le vois d'un point de vue purement technique, mais je le vois aussi dans l'attention que les gens peuvent porter à la cause. Le simple fait de se sentir soutenu, respecté, permet entre guillemets de se sentir inclus dans cette société qui est à la fois très formatrice, très animalière, et c'est parfois très déségal. Je ne prône pas non plus le handicap comme un principe même de solidarité à soutenir, etc., mais je vise plus comme le handicap comme une notion effectivement d'inclusion. Je dis bien inclure sans intégrer. Je ne veux pas être une personne handicapée intégrée dans la société, je veux être une personne qui avait un handicap et qui est compensée, qui maintenant vit normalement. C'est une petite différence auquel on tient tous. Mutualiser aussi les compétences. Je vous donne un exemple concret. J'ai le bonheur parfois de me déplacer sur nous avec une personne aveugle, auquel nous avons un jeu régulier. Ce qui est très marrant pour nous vis-à-vis des valides, c'est qu'il me pousse en fauteuil rue de la République à Lyon. Il ne voit rien, parce qu'il peut être aveugle. Ben, je lui indique à gauche, à droite, freine, accélère, et on compte les points en fonction des chiffres qu'on a éclatés dans le jeu. On se guide comme ça. Et je vous avoue que le regard des gens est à la fois très intéressant parce qu'ils ne se doutent pas qu'on va résoudre un problème, entre autres le mien, qui est d'économiser ma force physique, celui de mon collègue, qui est d'avoir un guide, entre guillemets, pour le guider dans la vie de tous les jours. Et mutualiser les compétences, c'est ça. C'est aussi à la fois, quand il y a un désavantage à un moment donné qui se crée, quand il y a une déficience qui se crée, de pouvoir la combler par un moyen quelconque, que ce soit un moyen humain, technique, une compétence intellectuelle à un moment donné. Les personnes handicapées qui ont des capacités cognitives et une vie normalisée au niveau social sont demandeuses de ces compensations, de ces mutualisations de compétences. On sait par expérience qu'un travailleur handicapé qui va intégrer une société va avoir une énergie, une envie de travailler, de s'intégrer beaucoup plus importante qu'une personne valide, parce qu'après tout, elle a tellement connu la ségrégation jusqu'à maintenant, que quand elle a la possibilité de mener une existence normale, ça fonctionne. Il n'y a pas photo. Il faut aussi lui permettre d'exister à travers ses compétences. Malheureusement, ce soir, je vais avoir un sociologue avec qui je travaille, qui devait être présent, mais malheureusement ne sera pas là, qui a un handicap assez lourd, qui est une tétraplégie associée à une maladie neuromusculaire assez lourde. Et ce monsieur, il a 2 doctorats, il a 2 Master 2 précis, et il est en train de passer un 3e Master pour, entre guillemets, se former en sociologie. Le corps ne fonctionne pas. Il est calé dans son fauteuil, il a que la tête qui bouge, il a des difficultés de parole, il a des difficultés de déplacement. Mais à partir du moment où vous lui faites confiance, que vous lui donnez les outils convenables, que vous lui expliquez qu'on est prêt à l'inclure dans cette société et qu'on est prêt à respecter ses compétences, c'est bien la preuve que par ses diplômes, il peut apporter quelque chose à la société. Alors oui, c'est pas un corps. Oui, dans une société élitiste où on pense que le corps forcément joue un rôle extrêmement important, que si on n'a pas la dernière robe de chez Zara à la mode ou la dernière coupe de cheveux à la mode, on est has-been. La notion de handicap, elle est liée à ça. On s'en fout de ça. C'est pas notre problématique. Par contre, intellectuellement, on va apporter à la société. C'est indéniable. Les valeurs de handicap, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont aussi des valeurs que l'on apporte aux gens valides. Dans le déplacement, dans le point de vue intellectuel, mais elles apportent énormément aux gens valides. Et pour la personne handicapée, c'est extrêmement important de valoriser les compétences, de valoriser ce qui a été fait. Ce ne sont pas forcément des compétences sociétales pures et dures. Ça peut être tout simplement l'émotion que la personne handicapée doit transmettre. Vous voyez un jeune trisomique finir à 50 mètres au championnat du monde de sport adapté en moins de 15 secondes. Oui, la performance sportive n'est pas exceptionnelle parce que Usain Bolt court en moins de 9 secondes 70 de mémoire. Par contre, vous créez une émotion. Et cette émotion aujourd'hui dans
cette société dépersonnalisée, auquel on est plus dans le paraître et beaucoup moins dans l'émotion, et bien je vous garantis que cette émotion-là, elle va faire beaucoup de bien à la société. J'en ai un petit peu parlé, faire prendre conscience des possibilités du handicap et d'une vie inclusive à la personne handicapée elle-même. S'inclure, oui, mais quand on le veut et comme on peut. Je vous l'ai dit, hein, les compensations techniques et humaines, c'est bien, mais on ne peut pas toujours les obtenir comme ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend aussi pas mal d'argent. Et puis il y a des gens aussi qui ne sont pas prêts. Il y a des gens qui, après une pathologie traumatique, je pense par exemple aux paraplégiques, si vous leur dites, bah oui, je vous donne tous les moyens nécessaires aujourd'hui de vivre normalement, et je vous donne un appartement, je vous donne tout ce qu'il faut pour vivre normalement, et bien si intellectuellement le déclic, socialement le déclic ne s'opère pas, et bien ce sera forcément un échec. Donc oui, quand on veut, et comme on le peut. Forcément, passer un diplôme par exemple, passer un diplôme supérieur, ça peut prendre un peu plus de temps. Aller à l'école peut prendre plus de temps. Apprendre un sport ou apprendre un morceau de musique peut prendre plus de temps. Et bien il faut respecter ce rythme-là. Je ne veux pas me faire des amis dans la première phrase. Ne me jetez pas des cailloux. C'est aussi difficile d'avoir une existence autonome et incluse dans un système éducatif ségrégatif. Dans le milieu scolaire, il est encore difficile pour les familles d'inclure leurs enfants handicapés parce que le handicap, ça nécessite des aménagements, parce que le handicap, ça nécessite une prise de conscience, parce que le handicap nécessite des aménagements de santé particuliers. Et puis, il faut dire aussi que la problématique du handicap est avant tout une problématique médicale. La problématique médicale, elle est un des points de compensation de handicap et d'existence normalisée ou d'existence de confort. Mais elle est pas la partie la plus importante du handicap. On n'est pas une personne handicapée pour son état de santé et son état d'inconfort. On est une personne handicapée, comme je vous l'ai dit, avec des besoins différents, mais ça s'arrête là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans une société où le handicap est forcément une maladie ou est forcément quelque chose de négatif au point de vue santé, il n'est pas simple d'expliquer qu'il faut dépasser ces limites-là. Le culte du paraître, on en a un petit peu parlé, le culte de l'élitisme, on en a un peu parlé. On va pas revenir dessus, hein, vous le voyez tous les jours, c'est quelque chose de courant. Il faut aussi dire que faire valoir son handicap, c'est aussi une jungle administrative. Avoir accès aux informations juridiques, avoir accès aux informations sociales, aux accompagnements sociaux, etc., c'est très compliqué. Il existe les maisons départementales des personnes handicapées depuis 2006. Il y en a une par département, il existe parfois des petites antennes locales, mais qui ne sont pas toujours accessibles. Je vous donne une petite anecdote, je ne serai pas de représentant de la maison départementale du Rhône, mais la maison départementale des personnes handicapées dans le Rhône n'est pas accessible. Il y a des marches pour entrer dans les bureaux. Donc forcément, quand on arrive là-bas, vous demandez des informations quand on a un rendez-vous. Au mieux des cas, on vous dit rappelez-nous par téléphone et puis on a du mal à voir la personne. Au pire des cas, vous laissez tomber. 72% des personnes handicapées qui font un dossier MDPH aujourd'hui pour avoir une compensation humaine, technique, financière, etc., laissent tomber leur dossier et préfèrent jouer la carte de la solidarité. Vous avez tous été à un moment donné sollicités pour faire un don pour une association de personnes handicapées parce qu'un enfant a eu un problème, parce qu'un adulte a eu un problème. Le juriste que je suis dans la problématique handicap va vous dire non, mais les solutions elles existent. Le handicap doit être compensé dans son intégralité, financièrement, techniquement, humainement. Mais les gens, par dépit, par facilité aussi pour certains parfois, préfèrent créer leur propre structure associative pour s'autofinancer. Parce qu'effectivement, la jungle administrative fait que c'est extrêmement compliqué. Et ça demande, en dehors de la problématique physique, ça demande un investissement psychologique extrêmement important. C'est aussi difficile dans une société, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec par exemple les transports publics qui ne sont pas accessibles, d'être mobile. Avoir un rendez-vous avec un professionnel du handicap nécessite d'être mobile. Je ne connais pas aujourd'hui d'assistante sociale dans les services d'accompagnement qui vont se déplacer auprès de chaque patient pour aller voir entre guillemets ce qui se passe et comment les aider. Il faut forcément à un moment donné se déplacer. Sauf que ça, c'est pas possible. Ou c'est extrêmement compliqué dans une grande majorité des handicaps. Vous allez dire, oui, mais une personne sourde, elle veut prendre le train. Non, elle ne peut pas prendre le train. Vous n'allez pas foncièrement entendre ce que va dire le contrôleur dans le train. Vous n'allez pas forcément entendre
ce qui va se dire dans la guerre, vous n'allez pas forcément non plus comprendre quand vous êtes une personne en situation de handicap mental qu'il faut aller au guichet de la gare pour se débrouiller tout seul. Même si vous avez des services d'accompagnement, les gens sont très très peu formés à la problématique handicap. Donc même parce qu'il y a des services d'accompagnement, c'est extrêmement compliqué de se déplacer. Vous connaissez tous Alexandre Jolien, le philosophe en situation de handicap qui est aussi IMC. Alexandre Jolien, qui est un ami avec qui nous avons animé des conférences en Suisse, dit souvent, la première minute quand les gens me voient, je suis un débile. Quand je leur dis que je suis philosophe et que j'ai un doctorat en philosophie, je deviens tout d'un coup extraordinaire. Et bien, la problématique sociale de la personne handicapée, c'est ça. Première abord, quand les gens vous croisent, vous êtes un débile. Voilà, clairement. Et quand vous êtes sourd, c'est exactement la même problématique. C'est pas lié au fauteuil, c'est pas lié à une apparence physique. Ben, vous vous exprimez mal, donc vous êtes forcément un débile. Ça, c'est la phrase que l'on retrouve très 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 régulièrement. Le respect social de la personne handicapée, il est contenu à son état physique. Alors, état physique d'une manière générale, ça peut être une manière de comprendre les choses, un handicap cognitif, ça peut être aussi une problématique effectivement auditive, etc., etc. Ça peut être très vaste. Mais à partir du moment où les gens voient en premier lieu la déficience, vous êtes forcément placé dans la catégorie irrespectable, au moins dans un premier temps. Et c'est souvent le cas où il faut faire ses preuves pour être entre guillemets respecté. Quelques pistes de réflexion. Moi, je m'aperçois qu'aujourd'hui, les personnes handicapées qui ont le plus de possibilités de s'inclure dans la vie de tous les jours, c'est l'accession à l'éducation inclusive. Pourquoi éducation inclusive? Moi, je le vois, depuis ces 30 dernières années, on oriente plus facilement les personnes handicapées sur les structures propres aux personnes handicapées. Ben, c'est sûr, vous êtes une association en situation de handicap, vous avez des places disponibles dans une structure quelconque, il faut remplir ces places parce que financièrement c'est très intéressant de remplir ces places. Il vaut mieux orienter là-dessus. C'était la politique des années 90 où les assistantes sociales du secteur étaient au courant qu'un certain nombre de places se libéraient et qu'il fallait mieux remplir ces places. Moi, depuis les lois de 2005 où on a un cadre législatif concret sur la question, et puis parce que tout simplement, j'en suis aussi l'exemple, que quand on est inclus dans le système éducatif traditionnel, eh ben, on a des meilleures chances à un moment donné d'avoir une vie plus, entre guillemets, plus facile liée à son handicap. C'est pas toujours simple. Hein. La politique des années 80-90, c'était encore pour les parents d'enfants handicapés se voir refuser l'accès dans les supermarchés avec un enfant handicapé parce que les assurances ne le permettaient pas, ou c'était encore devoir refuser l'accès d'un personne handicapée dans une école, d'un enfant handicapé dans une école, parce que effectivement, ça représentait un danger pour les autres enfants. Ça va mieux, mais c'est pas si vieux. Il faut le savoir, c'est pas si vieux. Pour ça, il faut connaître le droit. Ben, il faut qu'un parent sache qu'il a le droit et que l'école a l'obligation, par exemple, d'inscrire un enfant dans une structure valide de son secteur. Ça, faut-il le savoir? Faut-il avoir accès à l'information? Faut-il savoir l'interpréter? Si vous prenez par exemple une personne adulte déficiente intellectuelle légère, elle ne sera pas en mesure de pouvoir appliquer ce droit-là. Pas sûr non plus qu'on lui explique comment le faire, ou pas sûr non plus que le tiers responsable de cette personne soit au courant et fasse les démarches correctement. On a des exemples comme ça là-dessus. À revendre, c'est très compliqué. Interpréter le droit, connaître ses droits, aller au bout des démarches, est quand même réservé à une certaine catégorie de personnes handicapées. Avoir la compensation de handicap juste et assumée. C'est un point extrêmement important. Vous êtes sûr, vous avez droit à votre appareillage, quel que soit le montant. Vous êtes en situation de handicap, vous avez droit à une aide humaine et à votre appareillage. C'est prévu par la loi, ça existe. Ça s'appelle la prestation de compensation de handicap, c'est clairement défini. Il faut dire aussi qu'en face, on a affaire parfois à des interlocuteurs qui sont de mauvaise foi, qui nous donnent des mauvaises informations, plus ou moins volontairement, qui ne jouent pas forcément la carte du jeu de la compensation de handicap, parce que, effectivement, ça représente un coût. On pourrait en parler des coûts de la problématique handicap pour la personne handicapée, on pourrait expliquer le prix d'un fauteuil. Je vous donner par exemple le mien, celui que j'ai sous derrière, un fauteuil quand même relativement léger, c'est 8 800 €. Si je n'avais pas la compensation de handicap pour le financer, ça représenterait une bonne partie de mon salaire ou de mes revenus.
un véhicule aménagé en situation de handicap, avec une plateforme arrière, un aéron électrique et un poste de conduite aménagé, ça peut monter jusqu'à 100 000 €. C'est conséquent. Souvent, on va vous dire, non, non, mais débrouillez-vous, financez-le par vos propres moyens, donc on va s'endetter, on va avoir des problèmes divers et variés, et si vous n'êtes pas au courant de vos droits, eh ben, vous vous débrouillez par vos propres moyens. Je fais partie de ces gens qui pensent que le handicap, c'est pas la pire connerie du monde. Différent, oui, on fait ce qu'on veut, le handicap après tout. Parce que si on a la force de conviction de s'insérer dans cette société, au fond, le handicap, c'est pas si mal que ça. C'est juste différent, c'est juste une autre manière de voir les choses, de se déplacer ou d'entendre ou de compenser un sens précis. Mais moi, je suis un pauvre handicapé, je sais pas quoi faire, etc., etc. Quand on a des capacités cognitives, ça sert strictement à rien. Autant faire les choses correctement, dire les choses, demander les compensations qu'on a besoin et vivre pleinement. Mais il faut exister avec conviction. Oui, je suis handicapé, oui, j'ai des besoins particuliers, mais je vais faire avec. Et puis, je vais essayer quand même de m'insérer dans la vie de tous les jours, ma vie professionnelle, ma vie sentimentale, ma vie de loisirs, etc., etc. Et puis, j'apporte ce que j'apporte à la société, à mon rythme, de la manière dont je vois les choses, mais voilà, je fais un minimum, et puis après tout, la vie n'est pas si mal que ça. Ça, pour beaucoup, c'est quand même relativement compliqué. Ça vient petit à petit, je vous le disais tout à l'heure, le sport, le cinéma, etc., permettent de montrer que la voie du positif est possible et qu'on peut avancer considérablement dans sa vie de personne handicapée. On va avancer un petit peu pour que je puisse vous laisser un peu pour les questions. Je vous le disais, on a des problématiques propres au handicap en France avec une culture bien définie. Mais dans certains pays, par exemple comme en Inde, ou dans la culture hindouiste d'une manière générale, le handicap est un signe de bénédiction dans la vie de tous les jours. Une personne handicapée en Inde aura un peu moins de difficultés sociales à vivre que dans les pays dans lesquels on habite. Même si, bien entendu, c'est un pays qui est quand même relativement sinistré d'un point de vue handicap et dans sa compensation. Mais socialement parlant, dans une notion de caste et dans une notion sociale, le handicap est moins difficile à vivre. On a aussi un impact historique et formatif. La médecine, par exemple, des années 50, liée à la problématique handicap, c'était moi, médecin tout-puissant, impose ma volonté médicale, et puis peu importe si ça correspond ou pas à la santé de l'enfant handicapé ou de l'adulte handicapé. C'est quelque chose que l'on a aussi trouvé en France dans une certaine compensation de handicap et dans un point de vue médical, jusque dans les années 60, où par exemple, jusqu'en 1964, quand les familles n'avaient pas de possibilité d'accueillir une personne intellectuellement déficiente, elles devaient placer l'enfant en situation de handicap dans une structure, et pour ça, elles devaient signer un abandon d'enfant. Clairement. Jusque dans les années 64. Donc pour vous dire qu'un petit peu la notion de compensation de handicap et l'évolution sociale du handicap, il est quand même relativement récent, c'est quand même quelque chose de nouveau. À l'échelle de notre histoire, c'est quelque chose de très novateur. On a un impact social dans la compréhension de la prise en charge du handicap auprès des familles. Si vous êtes une famille avec peu de revenus, peu de compétences intellectuelles, peu de compréhension du monde extérieur et peu d'activité sur le monde extérieur, pertinemment on sait que l'enfant handicapé a des difficultés d'intégration beaucoup plus importantes. Je vous apprends rien, c'est valable en dehors du handicap, on le retrouve systématiquement en dehors du handicap. C'est beaucoup plus dramatique dans la problématique handicap. On ouvre tous les jours la presse sur des infanticides de parents désœuvrés, paumés dans leur problématique handicap avec leur enfant, et qui arrivent malheureusement à des solutions un petit peu plus radicalisées. La classe sociale, le niveau de vie, la facilité aussi, beaucoup de familles préfèrent passer la main à des structures spécialisées, abandonner leur enfant parce qu'elles n'ont pas d'autre solution, ou parfois tout simplement, d'un point de vue purement éthique médical, songent à l'euthanasie. Quand elles savent que l'enfant va naître en situation de handicap, la question se pose, docteur, qu'est-ce que vous allez faire quelque chose pour m'aider? Ça, c'est un problème auquel les médecins peuvent peut-être plus parler que moi, mais c'est quand même quelque chose qui revient régulièrement ou qui effleure l'esprit des gens à un moment donné quand on discute avec un certain nombre de parents et de familles, clairement.
L'impact géographique aussi. Hein. Dans la région lyonnaise, on a d'excellents centres de rééducation, des kinés, toute une équipe très efficace avec des spécialistes très efficaces sur la problématique handicap. Vous allez en Creuse, vous êtes en situation de handicap, vous allez avoir quand même des difficultés beaucoup plus importantes en termes de mobilité, d'accès aux soins, etc. Enfin voilà, l'impact géographique joue considérablement. Il y a aussi la perte de la confiance en la médecine contemporaine. On entend beaucoup de parents d'enfants handicapés qui disent « Oui, alors moi, les médecines rééducatives telles qu'on me les propose aujourd'hui, non, c'est les médicaments, c'est traumatisant pour l'enfant. Ah non, moi je connais un médecin américain qui me dit qu'en appuyant sur le grand méridien énergétique de tel endroit du corps, il va réduire la spasticité de mon enfant, etc. etc. » Ça, on en voit beaucoup. C'est devenu aussi un marché financier considérable pour un certain nombre de praticiens français non formés, non diplômés, et qui sont simplement des thérapeutes divers et variés, qui n'ont aucune reconnaissance officielle. Nous, on est très alarmistes sur cette question-là, très très vigilants, où on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de pseudo-thérapeutes étrangers viennent faire un petit peu leur business en France et sur la crédibilité des gens, et ça, c'est malheureusement assez dramatique. Et puis aussi, il y a des nouvelles problématiques éthiques. Hein. Je vous ai mis quelques exemples, mais les cellules souches, l'euthanasie, la biomécanisation du corps, le financement des soins, ce sont toutes des questions qui sont très actuelles. Je lisais un article il y a quelques jours sur la biomécanisation où on parle effectivement de greffer des prothèses électroniques à la place des membres déficients, où l'on parle d'exosquelettes, etc. Alors on tâtonne un petit peu, éthiquement parlant aussi, on se pose la question ici de savoir comment résoudre un petit peu ces problématiques, de savoir avec qui en discuter concrètement ce que ça va amener. C'est notre travail ici, je pense qu'ils le font très bien d'ailleurs au passage. On a eu des très belles discussions aujourd'hui entre autres et avec les étudiants ce matin. Mais voilà, c'est toutes des nouvelles questions qui commencent à arriver dans la problématique handicap et auxquelles il faut qu'on réfléchisse ensemble, conjointement. Quand je parlais de la discussion, j'ai eu les lumières. Si on n'échange pas, si on ne mutualise pas les compétences intellectuelles, si on ne mutualise pas les compétences professionnelles des uns et des autres, ça n'avancera pas. Ça avancera pas. Je vous ai fait un petit état des lieux global sur la conscience du monde handicap, comment essayer d'améliorer un petit peu les choses, comment essayer de voir les choses. Il y a aussi beaucoup de professionnels qui ont envie un petit peu de poser des questions, d'échanger, et je vais vous laisser la parole parce que j'ai une expérience de personne handicapée, j'ai une expérience d'expert sur la question du handicap, mais j'ai aussi besoin d'échanger avec vous, de comprendre vos points de vue, de comprendre vos craintes, et puis d'essayer de trouver conjointement des réponses, tout simplement. Je vous laisse la parole. Une fois, j'ai parlé avec une personne handicapée, je me rappelle plus très bien son handicap, mais elle était en fauteuil roulant, et elle me disait que, de la manière dont les gens la voyaient, etc., et elle me disait qu'elle n'aimait pas la façon dont on lui parlait parce qu'on prenait on prenait le fait qu'elle était handicapée d'abord, et du coup on lui parlait d'une certaine façon. Et elle avait un peu peur qu'on lui fasse, qu'on éprouve de la pitié pour elle, etc. Et comment justement nous, ne pas vous blesser quand on vous parle et en même temps s'adapter à votre handicap. Alors, premièrement, je pense que je vais vous dire, mais dès qu'on a la problématique handicap, il y a des gens qui vous disent « Ouais, mais tu comprends, il vient me demander si j'ai besoin d'aide, et non, j'ai pas besoin d'aide, et puis l'envoyer bouler. » Ça m'énerve déjà, premièrement. Voilà. Si une personne sans handicap vient vous dire je peux te filer un coup de main, déjà c'est déjà bien. Alors c'est vrai que des gens le font parfois un peu maladroitement, ils viennent de la roue, effectivement, ils vous parlent à 10 cm devant vous et articulent comme si vous ne compreniez pas. C'est pas dans l'intention de nuire, on n'est pas dans la problématique de nuire et de dire c'est un pauvre débile. Peut-être que les gens pensaient que c'était plus confortable pour nous de le faire. Je pense que c'est aussi à la personne handicapée de faire preuve de discernement si c'est infantilisant et irrespectueux ou si c'est tout simplement une maladresse quelconque. Je comprends que dans une certaine mesure ça soit régulier, que les gens en ont un peu marre.
Moi, personnellement, la dernière fois que quelqu'un m'a fait ça, ça date déjà qu'il y a plusieurs mois en arrière, et c'est pas quelque chose d'extrêmement courant. Je me disais tout à l'heure, il y a une manière de voir les choses aussi quand on est en situation de handicap. Un peu de psychologie positive fait qu'à un moment donné, on peut améliorer les choses. Comment vous pouvez vous comporter? Eh bien, c'est pas compliqué. Si vous voyez une personne en fauteuil, là déjà, la première des choses, c'est que vous vous mettez accroupi ou un peu plus bas, vous vous mettez à son niveau de parole pour pouvoir discuter. Hier, j'étais en poste de secours avec un collègue, et mon collègue fait 1m92. Quand on discute, je vois le bas de son menton, et je vois rien d'autre. Le problème, c'est que c'était mon binôme hier, donc on a discuté pendant 4 heures, comme ça, et à la fin de la journée, effectivement, il y a mal au nuque, il y a mal aux épaules, et voilà, c'est compliqué. Il faut essayer de s'adapter techniquement. Voilà. Quand vous n'avez pas la solution, vous n'avez pas la solution, vous n'allez pas la créer, vous n'allez pas inventer quelque chose qui va vous permettre d'extrapoler la compensation de handicap. D'une, vous allez être franchement ridicule parce que quelqu'un qui vous parle comme un demeuré dans la rue, la seule chose que vous avez envie de faire, c'est rigoler. Je comprends que certains handicapés ont envie parfois de leur mettre une baffe, mais ça ne serait pas la solution. Adaptez-vous, improvisez. Et puis si au fond la personne handicapée ne le comprend pas, eh bien tant pis. J'ai une question un peu après ton présentation. Parce que j'ai déjà travaillé avec des cultures différentes. J'ai travaillé dans une culture autochtone. Et dans cette culture, j'ai trouvé que la participation de la personne en situation de handicap, même s'il n'y a pas de compensation, parce que c'est évident, au milieu de la forêt, il y a un type de compensation, mais j'ai remarqué que le père d'une petite fille tétraplégique, il l'a porté dans son dos et l'a mené au champ où il cultivait pendant que la fille restait tranquille, elle le regardait et jouait et travaillait. Il faisait des choses en plus. Du coup, je me demande si ce n'est pas aussi cette nouvelle connaissance qu'on a de la maladie, sa perception qu'on a du futur, de ce qui va arriver, qui fait qu'on a tellement peur des fois à l'handicap que les gens ils le regardent de façon différente. Déjà, on arrive quand tu attends un enfant, tu attends savoir si c'est une fille ou un garçon, mais quand ton enfant, on te dit qu'il est handicapé, les sexes dans ton enfant, il a plus d'importance. Maintenant, ce qui importe, c'est cet handicap. Du coup, je me demande des fois si dans chaque société, dans chaque culture, on a construit, on a la participation attendue de la personne en situation de handicap. Dans ces cultures-là, en la montagne, la participation attendue est différente. La façon comme il était actué, c'était totalement différente. Ici, je ne sais pas tout à fait sûr comment on l'a construite. Il y a un plus, quand tu parlais d'inclusion et intégration, pour moi, la vision, c'est différente. Pour moi, inclure, ça veut dire mettre dans la loi que la personne en situation de handicap doit aller à l'école. Pour moi, l'intégrer, c'est l'accepter tel qu'il est. Parce que je divise l'handicap entre être et avoir. La personne est une personne. Mais un handicap. C'est pour ça qu'il a dit finalement, on a parlé des situations de la personne en situation de handicap. Je vais te répondre si tu veux. Oui. Ça fait toujours plaisir de voir mes étudiants dans la salle et je me dis qu'on a déjà eu l'occasion un petit peu d'échanger sur la question et je sais les valeurs que tu portes et comment tu vois les choses. Dans une société où tu n'as pas le choix, c'est-à-dire que tu dois te débrouiller par tes propres moyens, avec les moyens que tu as sous la main, quand on veut, comme on peut, comme je le disais tout à l'heure, tu fais ce que tu as. Et c'est vrai que du pays dans lequel tu viens, les moyens malheureusement ne sont pas non plus les mêmes que ceux que l'on peut avoir en France.
dans une société occidentale, et particulièrement une société de consommation telle que l'on vit à l'heure actuelle, quand on est habitué au confort, quand on est habitué à avoir tout rapidement et tout d'une manière optimale, il est vrai qu'il est parfois plus facile d'avoir un confort dans un fauteuil ultra léger, par exemple, que dans un fauteuil de 27 kg, comme on peut le voir, parce que c'est la seule solution qui va rester, par exemple, dans le pays dans lequel tu viens, qui est la Colombie. Il est vrai que de toute façon, il y a quand même une certaine catégorie de personnes handicapées qui vont faire des caprices parce qu'effectivement, ils n'ont pas tout à fait la meilleure compensation qu'ils auraient estimé avoir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des cons dans la problématique handicap, il y a toujours des gens qui sont éternellement insatisfaits. Je pense aussi, effectivement, culturellement, c'est deux manières de voir les choses. Il y a une manière dans cette société de consommation où on obtient tout ce que l'on veut tout de suite et il faut l'avoir tout de suite. Et puis il y a, je ne l'ai pas sous la main, et puis je vais le faire quand même, et je vais avancer. Mes amis musulmans aussi ont une manière de voir les choses, et concluent parfois leur discussion par Inch'Allah, enfin si Dieu le veut. Voilà, ça peut-être qu'on a aussi oublié qu'à un moment donné, il y a une forme de fatalité dans la problématique handicap, et qu'on a le choix et qu'on doit faire avec. Après, quand on a les moyens nécessaires quand on peut avoir les moyens nécessaires de compenser son handicap, pourquoi s'en priver, après tout? D'accord, mais effectivement, ça serait plus embêtant dans des pays comme le tien de développer une vraie politique handicap, de compensation intégrale du handicap, financière, humaine, technique. C'est pas pour tout de suite, et malheureusement, tu le sais bien, on en a beaucoup discuté. Et c'est vrai que les gens font comme ils peuvent. Voilà, il n'y a pas de secret. On a la chance d'être dans un pays où au niveau du handicap, on vit quand même pas trop mal, même si la situation financière des personnes handicapées n'est pas terrible, même si les dossiers sont longs, contraignants. Mais au fond, la vie en situation de handicap en France, et particulièrement en Europe, est quand même pas mal. J'ai une copine tétraplégique française. On est en train de parler la dernière fois, elle me dit, les médecins, je me dis, travailler plein temps, ça ne vous fait pas du bien, il faudrait que vous se mettez à mi-temps. Dans ce travail, si elle se met à mi-temps, c'est pas convenable. Elle me dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Mon médecin, il a pu... Comment est-ce qu'elle a dit ça? Je ne peux pas faire ça. Elle me dit, je pense de toute façon, sans travailler, je vais avoir 1 000 € par mois et finalement je vais survivre. Et après, je la regarde. Je lui demande, attends, tu vas survivre et tu vas plus vivre. Et elle me dit, oui, dans une maison, c'est vrai. Elle dit, c'est quelle la participation qu'il attend de toi, ton médecin? Pourquoi il ne cherche pas des autres mécanismes pour que tu sois mieux dans ton travail? Un temps, il y avait un politique qui disait travailler plus, gagner plus. La notion de bien-être au travail, elle n'est pas propre à la problématique handicap, voilà, on la retrouve pour n'importe qui ici présent. L'avantage, je dirais, de la problématique handicap, c'est que la décision de la personne handicapée sur une décision propre au monde du handicap dans une commission d'orientation et d'autonomie auprès des maisons départementales des personnes handicapées, la parole de la personne handicapée prime juridiquement sur la décision qui peut être fournie. Donc, des médecins qui obligeraient les personnes handicapées ou qui conseilleraient dans une certaine mesure à la personne handicapée est toujours libre de faire ce qu'elle veut derrière. Voilà. Je ne peux pas dire d'un point de vue médical si c'est bien ou pas bien de réduire le temps de travail. Je ne suis pas médecin, je suis expert juridique dans la problématique handicap, ça s'arrête là. Je n'oblige pas une personne handicapée à lui dire bah oui, il faut que tu réduises ton temps de travail. Et voilà. Et la personne handicapée n'est pas obligée sensiblement de le faire, il n'y aura pas de poursuite dans l'autre sens pour lui interdire de travailler à temps plein ou à mi-temps. C'est un cas particulier, je le connais de temps en temps dans certaines structures, je le vois passer dans certaines structures où on demande aux personnes handicapées de réduire leur temps de travail parce que prétendument, médicalement, ça peut être avantageux.
je sais pas, c'est du cas par cas, c'est compliqué. Ce que je sais, c'est que les gens s'oublient au travail, oui, c'est sûr, un oubli qui peut gagner en confort. Il y a un pays qui s'appelle le Bhoutan, qui a une notion dans le pays qui s'appelle le BIB, bonheur intérieur brut, qui estime le bonheur dans lequel les gens travaillent, vivent, etc. etc. Je pense que dans notre société occidentale, on en est très 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 loin de cette responsabilité sociétale et environnementale dans une certaine mesure. Je ne pense pas non plus qu'une personne handicapée, dans une certaine mesure, décide de travailler plus parce qu'elle a besoin de travailler plus et se mettra foncièrement en danger, parce que derrière les dégâts vont être beaucoup plus importants et les retours vont être plus importants. Moi personnellement, j'ai des semaines dans lesquelles je peux beaucoup travailler en termes de temps, et puis il y a des semaines dans lesquelles je ne pourrais pas parce que je sais que physiquement derrière, je vais payer, d'autant plus avec 30 heures d'entraînement de sport par semaine. Bonsoir, donc, moi je suis IMC à ma base depuis ma naissance et je me pose beaucoup de questions sur ma compensation en fait. Parce que donc moi j'ai étudié, j'ai été incluse, vraiment j'ai suivi, j'ai pas du tout été dans des institutions ou quoi. Mais en fait, je me demande si d'un côté c'est hyper bien, enfin, je me dis que pour les personnes handicapées, avoir une chance comme ça, c'est de compenser, c'est hyper bien. Mais d'un autre côté, je me dis, moi je serais plus pour un droit au handicap. Et je pense que dans la société, on est plus dans on a adapté, on vous a adapté les choses, vous pouvez étudier, il y a un plan incliné, vous pouvez rentrer. Et donc du coup, on ne voit pas le handicap, il reste totalement caché, et parce qu'on a adapté les choses. Et en fait, je me demande si c'est vraiment le bon regard à adapter et pas plutôt... je trouve que la question du handicap, elle se situe toujours dans une ambiguïté entre revendiquer son handicap et être dans la normalité. Et en fait, c'est pas aussi simple. Enfin, c'est hyper compliqué, je pense. Je suis une personne handicapée normalisée. Je bénéficie d'aides techniques qui me permettent de vivre normalement et je reste une personne handicapée avec des valeurs qui sont propres au handicap, parce que je pense qu'on a des valeurs sociales et sociétales qui sont propres au monde du handicap, la solidarité, l'estime de soi pour certains, l'estime des autres, parce que de toute façon on vit à travers les autres, il faut dire ce qui est. Maintenant, le droit au handicap, clairement, oui, éthiquement parlant, je t'avoue que ça ne m'a même pas traversé l'esprit à un moment donné, parce que je suis une personne handicapée, telle qu'elle. Voilà, c'est intégré, je reste une personne handicapée à vie. Beaucoup de gens aussi imaginent que le handicap est définitif, parfois même on a les chances de pouvoir améliorer son état et de pouvoir gommer son handicap. Je pense qu'on est à mi-chemin entre des démons personnels qui nous tiraillent un peu et qui nous disent bah, je suis plus tout à fait handicapé mais je ne suis pas tout à fait valide. Et puis une société qui pense qu'à partir du moment où effectivement le handicap est conduit dans son intégralité, on n'est plus une personne handicapée. On reste une personne handicapée, mais on reste une personne handicapée normalisée, compensée, et on le restera toute sa vie. Le sentiment que vous avez là, c'est le sentiment que beaucoup de personnes handicapées inclus ont, au fond, psychologiquement, intérieurement. Je ne suis pas tout à fait handicapé parce que les autres personnes en situation de handicap sont
plus atteintes, sont plus irrespectueuses, sont plus, excusez-moi, je ne vais pas lâcher le terme, débiles. Voilà, on est un peu à mi-chemin entre les deux statuts, et normal et personnes handicapées. C'est pour ça que je parle vraiment d'une culture un petit peu adjacente, d'un nouveau genre entre guillemets humain qui nous permettrait de le vivre d'une manière un peu différente. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Étudiante en philosophie et là j'étais comme un expert handicap et autonomie. Chouette. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Certains d'entre vous vont se poser des questions aussi, de ne pas poser des questions personnelles ou tabou. Je vous signifie, j'ai pas de limite là-dessus, en profitez-en. Bonsoir. Déjà, merci pour ce témoignage, très vrai et en même temps permet de voir un peu sous votre angle de vue. J'avais une question en fait par rapport à la conviction. Vous parlez beaucoup de conviction dans cet exposé. Et j'ai presque des fois l'impression que c'est vous condamner un peu ceux qui n'ont pas la conviction de s'assumer dans la société. Et je trouve que déjà en tant qu'entre guillemets valide, c'est pas évident forcément de s'exposer à la société comme je le fais actuellement en parlant public par exemple. Mais j'imagine qu'avec un handicap c'est d'autant plus difficile. Et je trouve que la condamnation, du coup, est un peu lourde, mais c'est le ressenti que j'en ai. Excellente remarque, et effectivement oui, culturellement parlant. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller faire un tour dans un centre de rééducation de grands accidentés ou autre. Le paraplégique qui a une réponse nerveuse à un moment donné dans son schéma de rééducation va forcément être jalousé par le reste. Ça fait partie des schémas de la culture handicap qui fait qu'il y a une forme dans une certaine mesure de jalousie sur certaines conditions, effectivement de condamnation dans une autre. Une personne qui n'a pas les moyens physiques, intellectuels, cognitifs de s'insérer, de s'inclure dans cette société, on ne va pas la passer au four, c'est ce qui a été fait il y a quelques années en arrière, ça ne se fait plus, et encore heureusement. Là, effectivement, il n'y a pas de condamnation à avoir, il y a un accompagnement par solidarité à obtenir, et ça s'arrête là. C'est vrai qu'on a une certaine catégorie de la population en situation handicap qui a toutes les possibilités nécessaires de mener une existence la plus normalisée possible, et malheureusement, c'est vrai que par facilité, par assistanat, parce qu'elle a été habituée comme ça, parce qu'elle a été éduquée comme ça, va plutôt laisser tomber la compensation et se laisser libre. Voilà. J'ai beaucoup de personnes handicapées qui se contentent de leur allocation d'être handicapées et puis qui le reste du temps restent un petit peu à la maison et attendent que ça se passe. C'est dommage, c'est dommage. C'est d'autant plus dommage et c'est d'autant plus embêtant pour moi, je ne vais pas le parler d'un point de vue éthique généraliste, mais c'est vrai que quand on est hyperactif, quand on a la possibilité de se défoncer pour avancer, c'est dommage de s'en priver. Et ça, c'est l'expérience personnelle, c'est pour ça que je ne me limiterai pas à cette notion d'éthique et une éthique professionnelle. Je parlerai vraiment aujourd'hui de la condition de personne handicapée personnelle. Voilà. Merci. Alors, y a-t-il d'autres témoignages, prise de parole, échange, partage, réaction, voire désaccord, accord, satisfaction? C'est le dernier? Allez, c'est le dernier après. Oui, vous disiez tout à l'heure que les handicapés n'avaient pas le même niveau de handicap. Et j'ai regardé la diapositive sur le jeune handicapé, donc Daniel, avec le film qui a été fait par Daniel Auteuil. Et donc j'ai lu le livre qui a été écrit par sa mère, donc Daniel, en Belgique, et ça se passe en Belgique. Voilà, donc moi j'ai été stupéfaite de voir ce garçon devenir acteur et jouer son rôle dans ce film qui a eu plusieurs prix, donc, et comment sa mère l'a élevé à ce niveau de travail, tout d'abord sportif, aussi de haut niveau, Daniel en Belgique, et puis après acteur, etc., et qui a fait participer d'autres enfants comme lui, d'autres adolescents, aussi au théâtre, et qui a permis donc d'aller
d'aller vers l'art en étant handicapé aussi. Je le disais tout à l'heure, la condition familiale, le foyer de vie entre guillemets de l'enfant est un phénomène extrêmement important. Enfin, t'es là. Le caméraman, la piste à la caméra, on ne voit pas. S'il n'y avait pas une volonté familiale déjà d'inclure l'enfant, de normaliser le handicap et proposer des activités, proposer un éveil, etc., bien sûr, ça ne fonctionne pas. J'ai des tonnes de familles qui se contentent d'apporter un minimum d'éducation à l'enfant, font ce qu'elles peuvent à la hauteur de leur capacité, et ça s'arrête là. Il est vrai, bien entendu, pour les gens qui ont un encadrement familial, un encadrement éducatif qui permet effectivement un épanouissement autour du handicap, voilà, les conditions de vie sont bien meilleures, le devenir est bien meilleur, enfin, il n'y a pas photo. C'est quand même encore relativement rare. On le voit dans les études supérieures, la demoiselle est un élément très rare. Voilà, en tant qu'étudiant, je vous ai donné des chiffres tout à l'heure, on est à 14 000 étudiants en situation de handicap, tout handicap confondu, c'est très peu. On sait aussi que l'insertion sociale passe par, je le disais tout à l'heure, l'inclusion à l'école, les études supérieures, l'activité professionnelle, les loisirs, etc. Il faut reconnaître que le sport, que les arts, d'une manière générale, sont des formes d'inclusion qui permettent quand même une meilleure vie quotidienne pour la personne handicapée et pour l'enfant en situation de handicap. Il n'y a pas photo. Et si à cela on ajoute un climat familial qui soit convenable et inclusif, il n'y a pas de souci majeur. Une fois de plus, ça reste une manière de voir les choses, un mode de pensée. Et puis, il ne faut pas non plus s'arrêter au premier croche-pied ou à la première baffe que l'on prend. Voilà. Et ça, je te disais tout à l'heure, je fais de l'accompagnement juridique à la problématique handicap, 72% de nos dossiers, quand on propose des situations de A à Z, les dossiers s'arrêtent par forme de facilité. Ça y est, plus de regrets. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus partager et croiser vos regards. Je voudrais me remercier une nouvelle fois Stéphane. Pour ceux qui suivent l'enseignement, c'est demain matin à 8h30, mais imaginez sous la pluie de la salle, donc vous l'avez. Les autres, ce sera donc l'année suivante. Et pour ceux qui sont déjà diplômés, toutes les félicitations. Au nom du comité pédagogique, bonne soirée à tous.